Salut, c'est Boris de Rue du Jeu. On se retrouve enfin, vous êtes nombreux à l'attendre, pour une nouvelle rétrospective. Et vous l'avez vu en cliquant sur le titre de la vidéo, vous l'avez vu bien en amont parce que je l'ai beaucoup teasé. Cette rétrospective, en deux parties comme d'habitude, va être consacrée à Alexander Pfister, un auteur d'Eurogame autrichien qui monte beaucoup ces dernières années. Ce choix, il a avant tout été effectué, poussé en tout cas par les donateurs et donatrices sur Ko-fi, que je remercie énormément pour leur soutien, qui ont décidé que cet auteur ferait un bon sujet pour une rétrospective. Et si vous avez envie, vous aussi, de donner votre avis, de suggérer des sujets, que ça soit des auteurs, des autrices, mais aussi des éditeurs, ou peut-être des séries de jeux, enfin voilà, le concept est encore ouvert, bah, rendez-vous sur Ko-fi. Je précise que Ko-fi, c'est l'endroit où je mets toute une série de contenus qui rentrent pas sur la chaîne YouTube, donc il y a les podcasts, bien sûr, historiquement c'était ça, mais il y a aussi des articles qui commencent à arriver. Je vous invite vraiment à suivre la page Ko-fi en cliquant sur follow, c'est absolument gratuit, comme ça vous êtes informé quand un nouveau contenu arrive, puis ça vaut le coup de retourner y faire un tour régulièrement, parce que au bout d'un certain moment, les contenus qui étaient réservés aux donateurs et donatrices passe en accès libre. Donc voilà, vous pouvez avoir accès à du contenu supplémentaire, même sans donner le moindre euro. Peut-être ça, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est vraiment là que tout se passe, c'est là où je donne des nouvelles régulièrement. Je montre évidemment ce à quoi je joue, et ça peut être l'occasion pour vous de me faire signe, de me dire « Ah bah tiens, je vois que tu joues pas mal à ce jeu-là, qu'est-ce que t'en penses ?» Et s'il y a beaucoup de demandes, ça peut aussi m'inspirer pour le sujet de futures vidéos. Donc c'est le meilleur endroit pour interagir en temps réel, même si bien sûr les likes, les commentaires YouTube, ça fonctionne toujours, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Allez, assez blablaté, on va maintenant plonger dans cette rétrospective consacrée à Alexander Pfister. Cette partie 1 couvrira les jeux sortis entre 2008 et 2017, mais avant de parler des jeux en eux-mêmes, on va bien sûr parler de cet auteur, de cet homme, Alexander Pfister. Qui est-il? D'où vient-il? Bienvenue, vous êtes Rue du Jeu, c'est parti. Alors, Alexander Pfister, il a commencé à créer des jeux à l'âge de 10-12 ans. Je le disais, il est autrichien, il a grandi dans la banlieue de Vienne, dans un petit village où il y avait juste une seule boutique de jeux de société qui vendait essentiellement des boîtes estampillées Ravensburger. Bon, déjà, avoir une boutique de jeux de société dans son village, c'est pas si mal, hein. En Belgique, c'est pas dans tous les bleds que t'as ça. Alors, le petit Alexander, à cette époque, il regardait les boîtes et il était ébloui par tous ces jeux, mais c'était évidemment trop cher. Du coup, il regardait juste l'arrière des boîtes et puis il essayait, à partir de ça, d'imaginer le fonctionnement complet du jeu et de copier ce jeu-là à la maison avec les matières premières qu'il avait. Et déjà, à cette époque, il était passionné par les jeux économiques et boursiers. Oui, ça devait être un petit garçon un peu chelou. Il était enfant unique, du coup, il raconte qu'il jouait pas mal avec lui-même, hein, ça arrive. Petit à petit, il s'est fait des amis, qu'il a invités chez lui et qui jouaient à ses propres jeux. Et il faut croire qu'il était déjà doué à cette époque, puisque ça leur plaisait plutôt bien. Pfister, quand on lui demande quel est l'auteur qui l'a le plus inspiré à ce moment-là, il a grandi dans les années 80, donc il y avait peu d'auteurs connus, mais il a découvert Acquire de Sid Sackson, et s'il devait citer un auteur, ce serait lui. Sid Sackson, un auteur absolument géant, qui avait aussi une très grande collection personnelle, probablement parmi ses créations que vous avez déjà joué à Can't Stop, par exemple. Là, c'est cette espèce d'auteur tout-puissant, un peu une légende du monde du jeu, qui a donné naissance à des grands classiques, et qui a œuvré énormément pour que le jeu en tant que loisir, mais aussi en tant qu'art, se démocratise un maximum. Donc Pfister, il joue beaucoup à Acquire, donc un jeu économique, vraiment un classique du genre, mais il trouve ça bizarre qu'on puisse pas vendre ses actions dans le jeu. Du coup, il change les règles, et ça commence par là, en fait, le game design pour lui. Comme beaucoup de game designers, finalement, il commence par instaurer une règle maison, une house rule, et avec ça, on se rend compte qu'on met un pied dans l'équilibrage, dans qu'est-ce qui fonctionne ou pas, et dans qu'est-ce qu'on aime dans les jeux, et c'est comme ça qu'on réfléchit à, tiens, comment est-ce que je vais créer un jeu auquel j'ai envie de jouer, auquel j'aurai envie de faire jouer mes amis, et on a envie de se donner à fond pour que ce jeu il soit le mieux possible. Du coup, il commence vraiment à développer des jeux à cette époque-là, hein, 11-12 ans, et ce qui est assez fou, c'est qu'il faut savoir que plusieurs des jeux d'Alexander Pfister qui sont encore sortis récemment, ils viennent de cette époque où il a créé
énormément de jeux sur lesquels il a beaucoup travaillé, il y était très attaché et il n'a pas voulu les lâcher, quoi. Donc voilà, certains de ces jeux comme ça ont été créés il y a 15 ans, ça veut pas dire qu'il y a travaillé non-stop, mais il les a commencés, il les a mis de côté et puis il les ressort comme ça des années plus tard, il les retravaille pendant quelques mois, il les remet de côté. Il va développer comme ça une affection pour les thèmes forts qui font qu'il va revenir au développement de ces jeux et notamment les pirates, parce que quand il était ado, c'était un truc qu'il aimait énormément, principalement à travers le jeu vidéo Pirates de Sid Meier. Ça devient un jeune adulte, il va étudier l'économie à Vienne, et à ce moment-là, en s'installant dans la grande ville, il y a des connexions avec certains éditeurs qui se font, mais au début, il trouve pas ces projets satisfaisants. En plus, à ce moment-là, Alexander, il joue plus trop, il est plus trop dans ce mood-là, il a juste encore ses vieilles créations qui trimballent, et il entend parler d'une agence qui représente les auteurs, et qui prend leurs jeux et qui les présente aux éditeurs à leur place. Du coup, ça, Pfister, ça l'intéresse, il se dit que ils ont sûrement un carnet d'adresses un petit peu plus étoffé que le sien, et puis ça lui donne des opportunités. Donc en 2008, il y a cette espèce de hype autour des startups, notamment une société qui s'appelle Public Solutions, qui pense amener la révolution dans le jeu de société avec l'instauration d'un dispositif numérique à l'intérieur d'un jeu de plateau classique. Ils ont approché cette fameuse agence à laquelle Pfister s'est inscrit. Du coup, il entend parler du projet, il propose des concepts, et voilà comment son premier jeu va être choisi. Ils ont trouvé son concept hyper cool. On va y revenir juste après, quand on évoquera ces différents jeux dans l'ordre chronologique. Mais voilà, c'est comme ça qu'il met le pied à l'étrier. Alors évidemment, là, c'est encore très occasionnel. Il termine ses études et il se fait embaucher à l'université, en fait. Son lieu d'études devient son lieu de travail. C'est quelque chose que je connais bien, parce que je l'ai vécu moi-même à l'université de Liège, et il va travailler comme assistant scientifique à cette université de Vienne pendant 7-10 ans par là. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il fait quelques missions ça et là dans les finances, mais en tant qu'indépendant. Donc il peut switcher quand il veut avec le game design. Dans une interview de 2016, il déclarait consacrer 2 soirées par semaine au test de ses propres jeux, et puis 2 autres pour jouer pour le plaisir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait à peu près à mi-temps, mais avec l'opportunité de se focaliser vraiment dessus quand il le peut et de mettre de côté son emploi dans l'économie. Il considère qu'il s'est amélioré en tant qu'auteur avec le temps, qu'avant il était vraiment très focus sur les mécaniques et que ses jeux étaient un petit peu trop complexes, et c'est notamment la rencontre avec Andreas Pelikan qui lui a beaucoup apporté. En fait, Andreas Pelikan et Alexander Pfister vivent tous les deux à Vienne, et ils testaient déjà régulièrement les jeux l'un de l'autre. Ils trouvent qu'ils ont la même façon de penser, ils se disputent pas en fait, ils bossent vraiment bien ensemble, et ils arrivent à faire tout de A à Z, donc le proto, les playtests, ils ont les idées, etc. Et ensemble, ils vont gagner 2 Kennerspiel d'affilée, Broom Service et Isle of Sky, respectivement en 2015 et en 2016, donc ça va changer pas mal de choses, on reviendra sur ces jeux plus en détail après. Alors, qu'est-ce qui a changé avec ces 2 Kennerspiel d'affilée? Faut savoir que c'est quand même un record, hein, c'est très très rare. D'après mes recherches, c'était même jamais arrivé qu'un même duo d'auteurs remporte 2 années d'affilée le même prix dans la même catégorie. Voilà, ça c'était vraiment son rêve, et il juge que ça l'a fait grandir, mais il n'a pas encore gagné la catégorie principale, le Spiel des Jahres, donc un jour peut-être, ça c'est son prochain objectif en tout cas. Donc après ce record, il y a beaucoup d'éditeurs qui l'ont approché, et en même temps il vit bien le fait que certains éditeurs rejettent ses jeux. Pour lui c'est normal, ça veut juste dire que les jeux qu'il fait sont pas assez bons dans ces cas-là, et que comme il est indépendant, il peut évidemment aller voir plusieurs éditeurs, se dit content que toutes les daubes venant de lui, je le cite, ne soient pas publiées, et que y ait une certaine exigence, ça le pousse à le challenger, à aller toujours plus loin. Et je le reprécise, il dit ça notamment parce que il se trimballe encore dans ses cartons des jeux créés quand il était enfant, ado, auquel il est attaché, il ne se résout pas à les jeter, prend son temps pour les développer, il se dit un jour peut-être je vais avoir la bonne idée qui ferait que ça devienne un vrai bon jeu. Et je trouve ça absolument fou, parce que oui, moi aussi quand j'étais enfant, ado, j'ai créé plein de jeux, mais j'aurais pas du tout le courage de les retravailler jusqu'à ce qu'ils soient à la hauteur des standards d'aujourd'hui. Ça demanderait vraiment énormément de boulot. Mais voilà, il y a un rapport affectif que Pfister entretient avec ses créations, et il tient à ne jamais les lâcher jusqu'à ce qu'elles soient assez satisfaisantes. Alexander Pfister, c'est plutôt quelqu'un qui prend son temps, il trouve ça important de faire 1 ou 2 jeux par an, mais qui soient majeurs, qui laissent un peu leur marque, plutôt que d'enchaîner les jeux et de se faire du pognon à court terme. Il dit que évidemment il y a déjà tellement de jeux sur le marché que il faut que ce que vous sortiez soit fantastique, il faut pas se contenter d'un produit plutôt moyen, d'autant plus que lui-même a une grosse collection chez lui, donc il veut faire des jeux qui valent le coup d'être achetés, qui valent le coup de rejoindre des collections qui sont déjà de plus en plus imposantes. Alors justement, qu'est-ce qu'il aime dans les jeux? C'est quoi les jeux qu'il aime, Alexander Pfister?
Son jeu préféré de tous les temps, c'est celui qu'il a découvert quand il était môme, Acquire, avec sa règle maison qui lui permet selon lui de le rendre plus stratégique. Aujourd'hui, il est aussi fan de Stefan Feld. Il est admiratif de comment il amène toujours de nouvelles mécaniques, et il essaye de faire un petit peu pareil. Donc s'il a une méca qui est plus orientée pour les joueurs occasionnels, il va pas hésiter à faire le jeu, en fait. Même s'il est étiqueté comme un auteur dit expert. On va voir après qu'en fait il a aussi fait plein de jeux familiaux, et pour lui c'est tout à fait ok, et il aime bien les jeux légers, en fait, ça le dérange pas. En fait, ce qu'il préfère, c'est les jeux médium, donc les mi-d'euro, quoi, ceux qu'on retrouve justement dans le Kennerspiel, qu'il a gagné 2 fois. Donc il adore par exemple Orléans ou les voyages de Marco Polo. Des jeux avec peu de règles, mais beaucoup de profondeur. Il aime aussi, et ça vous aura pas échappé si vous connaissez un peu son œuvre, quand les jeux racontent des histoires. C'est comme ça qu'il a développé l'univers de Longsdale, dans lequel s'inscrit Royal Goods, Oh My Goods, Expedition to New Dale, etc. Il dit qu'il aime regarder des séries télé, mais quand elles ont une bonne histoire. Et lui, il a toujours envie d'arriver à un objet qui est à mi-chemin entre raconter une histoire et jouer à un jeu. Mais il dit que les éditeurs s'en foutent, souvent ils veulent avant tout un jeu qui a de la rejouabilité, ce qui va pas toujours très bien avec le côté scénario. Pfister, il trouve ça un petit peu bête, parce qu'en vrai, il y a plein de joueurs qui achètent un jeu et qui vont y jouer 1 ou 2 fois, voire 0 fois, qui l'achètent juste pour l'entreposer dans une étagère, un peu comme on achète des livres sans les lire. Et il dit, il y a que les experts, en vrai, qui vont vraiment rejouer beaucoup. Mais il constate qu'il y a une brèche qui a été ouverte par les jeux Legacy, donc d'abord Risk Legacy, puis Pandemic Legacy, etc. Et là, Lookout Games lui a dit, ok, on va tester un truc avec l'extension d'Oh My Goods, mais on sent une frilosité qui reste, parce que Mayfair, par exemple, qui est le partenaire de Lookout pour des adaptations aux États-Unis, ils s'étaient pas intéressés, ils ont pas publié cette extension à cause de sa dimension narrative. Voilà, Pfister, c'est vraiment un truc qu'il aime faire. Une fois qu'on va lui donner l'autorisation de le faire, il va commencer à le mettre dans tous ses jeux. Là aussi, on va y revenir un petit peu après. Néanmoins, ça reste quelqu'un qui, en tant qu'auteur, va d'abord réfléchir au mécanisme avant de réfléchir au thème, et qui va surtout se poser la question des émotions qu'il veut faire ressentir. Ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais ce qu'il veut dire par là, c'est vraiment les sensations de jeu. Et quand il joue au jeu de quelqu'un d'autre, il veut attraper la pression, le ressenti que ce jeu crée dans ses tripes. Donc par exemple, pour Mombasa, il voulait s'inscrire dans la série des 1830, des 18XX. Donc c'est avant tout ce feeling-là qu'il a voulu reproduire en jeu de plateau, et puis après, seulement après, il trouve un thème qui colle. Alors, il se renseigne quand même pour faire son thème, il se documente pas mal, tant et si bien que peu de ces jeux ont un thème qui est changé par l'éditeur, mais voilà, il va d'abord réfléchir vraiment aux sensations que les mécaniques vont créer, en fonctionnant un peu par imitation, comme il le faisait déjà en étant jeune ado. Du coup, il commence vraiment par un tout petit proto qui contient un seul mécanisme, et il va ajouter des choses petit à petit, il va enrichir, et quand il commence à avoir une base solide, mais qui reste vraiment autour d'un mécanisme central, il va décider s'il va se limiter à ça, et que ça va être genre un petit jeu de cartes ou ce genre de choses, ou si ça va être un plus gros jeu, et là, il faut qu'il étoffe, qu'il ajoute de nouvelles mécaniques qui vont s'imbriquer, etc. Enfin, ces dernières années, comme d'autres, par exemple Simone Luciani, on en parlait dans la rétrospective, Alexander Pfister, avec le Covid, il a dû se mettre à Tabletop Simulator pour continuer à faire ses tests, à créer ses jeux. Ça lui a même permis, d'après lui, de jouer plus. Donc il a découvert sur le tard, de façon numérique, des jeux comme Through the Edges. Et il cite aussi Hawaii, un chouette Eurogame que je vous recommande. Il est dispo sur Board Game Arena. Moi, ça a été un des Eurogames auxquels j'ai le plus joué pendant une période quand il est sorti, aux alentours de 2012, il me semble. On mentionne aussi L'Âge de Pierre, parmi les jeux qu'il a pu creuser de cette façon-là. En fait, il dit que le numérique lui a permis de rejouer vraiment au jeu, parce que généralement lui il jouait qu'une seule fois au jeu des autres, parce qu'il avait pas le temps, et tellement ça lui prend de temps de jeu déjà de tester ses propres créations et de les développer. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour ce brave garçon, qui est vraiment accessible, on peut lui écrire sur les réseaux sociaux. Je connais quelqu'un qui lui a déjà demandé une dédicace, et il a répondu tout de suite, et il était tout mignon, etc. Son seul défaut à vue de nez, c'est qu'il a vraiment un accent abominable à couper au couteau, c'est la catastrophe. J'ai souffert en écoutant les podcasts. Yeah, and people really liked the game, and I think it had a lot of fans. And what's interesting about this game is that... D'ailleurs, il y a même une émission que j'ai écoutée, on lui a demandé, tiens, si t'étais un parfum de glace, lequel serais-tu? Eh bien, il serait le citron. Allez, je crois que ça fait assez d'infos utiles ou inutiles pour aujourd'hui. On va maintenant passer au jeu. Comme d'habitude, on va parcourir tous les jeux qu'il a pu créer au cours de sa carrière. Dans ce premier volet, on va de 2008 jusqu'à 2017. On est parti.
Alors moi, ce que j'aime dans ces rétrospectives, c'est que à chaque fois, je me rends compte qu'on croit connaître un auteur et que on découvre en creusant des trucs totalement inconnus, voire biscornus, dont personne ne parle. Et c'est encore le cas pour Alexander Pfister, dont le premier jeu est un module pour une console vidéo de jeux de société, une machine électronique de jeux de plateau, je sais même pas comment appeler l'objet. Car oui, en 2008, 10 ans avant la tentative de Yellow, qui était un échec, pour rappel, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, qui n'a pas du tout marché, mais que j'aime beaucoup. 10 ans avant la 8-bit box, donc, on a eu un Evio, une console de jeux de société éditée par Public Solutions GmbH, à laquelle on peut jouer tout seul, contrairement à la 8-bit box, parce qu'elle sert d'adversaire virtuel. La console elle-même est équipée d'un grand nombre de petites ampoules LED, d'un emplacement pour une carte SD, d'un haut-parleur et puis de quelques possibilités d'extension. Elle est accompagnée de 4 disques colorés qui doivent être insérés dans les pions des différents jeux et qui communiquent à distance avec la console. Donc en quelque sorte, c'est des manettes, quoi. Il faut acheter des jeux de société contenant les cartes SD avec le logiciel de jeu et le matériel classique, donc des pions, des cartes. Les plateaux de jeu, ils contiennent également des dispositifs électroniques qui se connectent à la console par l'intermédiaire de disques. Chaque jeu est accompagné d'une skin Evio qui est posée sur le dessus de la console et qui représente les symboles des touches sur lesquelles il faut appuyer pour jouer, et puis d'autres endroits qui sont éclairés par des diodes lumineuses pour décoder tout ça. Alors ça a l'air hyper moderne dit comme ça, mais vous voyez les images, ça l'est pas. Mais Pfister, il voit ça, il se dit « trop cool, je vais créer un jeu pour cet objet ». Si ça c'est pas un beau spécimen de geek. Freibeuter der Karibik, ce qui signifie corsaire des Caraïbes. Alors on trouve déjà le thème des pirates, qu'on reverra dans Port-Royal et puis dans Maracaibo d'une certaine façon. Alors c'est impossible de retrouver des règles, des vidéos ou quoi que ce soit autour de ce jeu. J'ai vaguement retrouvé des images sur YouTube, mais j'ai galéré. On a du coup que la description Board Game Geek à se mettre sous la dent. Alors dans ce module, les disques Evio, ils vont être insérés dans des voiliers et on va les utiliser avec une mécanique de pick-up and delivery assez classique, donc récupérer des ressources et les livrer quelque part. Il faut visiter des ports connus comme Cartagena, comme San Juan pour gagner de l'argent afin d'acquérir des équipements pour ces navires. Plus le voyage est long, plus votre cargaison a de la valeur, plus votre profit est important, mais évidemment, on est dans un jeu de pirate quand même, donc plus ce qu'on transporte est lucratif, et plus on risque de se faire attaquer par les autres. On peut customiser son bateau, les voiles réduisent votre temps de voyage et vous aident à fuir vos rivaux, les canons vous aident à les combattre, les marins vous aident dans les combats au corps à corps, et les coffres plus grands vous permettent d'augmenter vos profits. Apparemment, il y a aussi une dimension semi-coop, puisque on peut perdre collectivement la partie si les méchants pirates occupent au moins 5 ports. Un des arguments de la console Evio, c'est que vous n'avez pas besoin de lire les règles. Elle contient un didacticiel, comme dans les jeux vidéo, et elle parlerait même plusieurs langues. Alors j'ai aucun moyen de vérifier ça, mais si vous avez joué à cette chose, par pitié, parlez-moi-en dans les commentaires, je veux savoir ce que ça donne. Alors évidemment, j'y ai pas joué, ça a l'air cool de loin, mais ça a l'air aussi très fragile. Je pense que la console a pas bien marché, comme souvent avec ces objets hybrides hyper ambitieux. L'apparition des jeux, elle s'arrête en 2009, donc un an après. Il y a tout de même 9 titres parus. Concernant celui-là, Freibeuter der Karibik, j'ai regardé une vidéo, vraiment l'esthétique est hyper kitsch, même si on le replace dans le contexte de 2008, et sous couvert de faciliter la prise en main, j'ai aussi l'impression que l'expérience de jeu a l'air laborieuse. Le temps de réaction du machin qui clignote a l'air un peu lent, les infos semblent pas hyper lisibles, on est loin des jeux actuels qui utilisent une appli sur téléphone et qui sont calibrés pour ça. Là, on voit que c'est encore les débuts. Après, le support a eu le mérite de mettre le pied de Pfister à l'étrier du game design, et ça, c'est déjà pas mal. 2 ans plus tard, Pfister sort son deuxième jeu, qui est plus conventionnel cette fois, Les Mines de Zavandor. C'est le 3e jeu, en fait, dans l'univers de Zavandor. Moi, personnellement, j'ai joué au Sceptre de Zavandor, qui est paru en 2004, qui est un jeu culte pour certains, un jeu très marronasse, très allemand, assez austère, mais vraiment qui était fascinant une fois qu'on le prenait en main. J'en ai fait 6-7 parties. Il y a aussi eu Drachenbandiger von Zavandor en 2006 et Gnomes of Zavandor en 2011, auquel j'ai pas joué. Alors évidemment, Pfister se destinait pas spécifiquement à cet univers développé par Lookout. On apprend dans le livret de règles que le prototype s'appelait The Khan of Karachi et Lookout a signé avec l'auteur ASN 2009
pour une transposition de son proto vers cette thématique de Zavandor. C'est un jeu d'enchères, méca que contenait déjà le sceptre de Zavandor, qui utilise 4 types de monnaies différentes récoltées par des nains. À chaque début de tour, vous tirez des cartes de 4 mines différentes, qui sont des piles de cartes en fait, chacune ayant ses propres ressources avec des valeurs différentes, etc. Le nombre de gemmes que vous gagnez dépend du niveau d'amélioration de vos nains, donc il y a un côté montée en puissance, et ces gemmes, elles sont utilisées soit pour gagner de nouveaux objets, soit pour améliorer vos mines, vos nains, vos revenus, etc., etc. Il y a un plateau qui se constitue essentiellement de cartes, ça fait penser un peu à Agricola. En même temps, le jeu est illustré par Clemens Franz. Et il y a aussi un autre espace qui représente plusieurs chemins pour arriver jusqu'à la chambre du couronnement, car dans le jeu, on convoite tous la place du roi, qu'on s'accaparera en remportant le plus de points de victoire, c'est classique. Du coup, les joueurs ont un pion en commun qui va emprunter ces chemins, et c'est celui qui remporte l'enchère du saphir, donc une des 4 monnaies du jeu, qui pourra choisir où se déplace ce fameux pion, et ça va notamment modifier le coût des améliorations, donc il y a pas mal d'enjeux autour de ça. Pour les autres sortes de gemmes, les enchères, elles vont servir à récupérer des cartes amélioration dans le marché commun, avec un bonus éventuel si on déploie une grosse enchère d'un coup. À travers ce système, on va avoir un peu dungeon building, puisqu'on va se renforcer au fur et à mesure de la partie, on va augmenter en compétences, en pouvoir d'achat, etc. Les enchères, elles sont secrètes et simultanées, elles se font avec les cartes qu'on a en main, qu'on place face cachée. Voilà, faut aimer ce style. Il n'y a que le vainqueur qui dépense ses cartes, mais celles des perdants, elles restent tout de même inutilisables jusqu'à la fin de la manche, moment où on récupère tout ce qu'il y a devant soi. Puis il y a aussi une phase d'échange qui peut être avec la banque, mais aussi avec les autres. Donc ça inclut forcément une part de négociation. Ça aussi, tout le monde n'aime pas. Donc voilà, moi j'y ai pas joué, mais à la lecture des règles, j'ai l'impression que le jeu a pas mal vieilli. Pas dans un sens péjoratif, genre ça a l'air obsolète, mais plutôt qu'on y voit beaucoup de mécaniques qu'on trouve plus dans les jeux modernes, comme la négociation. Et en même temps, j'ai lu plusieurs critiques qui sont dans l'ensemble assez positives, et je pense que le jeu propose un système à la fois interactif dans les enchères et en même temps solitaire dans l'optimisation de son moteur, à la manière récemment d'un Railway Boom par exemple, un jeu d'Hisashi Hayashi assez balèze. Je dirais pas que je suis tenté par les mines de Zavandor au point de l'acquérir, mais un jour peut-être, on sait jamais, si je trouve une occasion de l'essayer, si il arrive sur mon chemin ludique, je me laisserai tenter, et comme d'habitude, dites-moi si vous connaissez ce jeu de Pfister, qui est a priori pas identifié par grand monde. Le jeu suivant date de 2012, c'est un petit jeu de cartes léger qui a été co-créé avec Andreas Pélican. C'est le début d'une collaboration qui fera date, puisque on l'oublie souvent, mais en fait, Isle of Sky ou Broom Service, ce sont des jeux dont Pfister n'est que co-auteur avec Andreas Pélican. Mais on y revient un petit peu plus tard. Mains, c'est vraiment un jeu sans prétention, à vocation humoristique, que personnellement je trouve hideux, mais c'est une question de goût. C'est de la collection. On incarne des membres de la société des collectionneurs qui se lancent dans une compétition à la recherche des objets les plus insolites. Le joueur dont c'est le tour prend 3 cartes de butin exposées dans un marché commun, à la manière des piliers de la Terre de Stefan Feld, donc c'est-à-dire soit horizontalement, soit verticalement, soit en diagonale. Ça rappelle aussi un petit peu Tea Time d'Emmanuel et Ornella, par exemple. On pose les cartes qu'on récupère devant soi, face visible. On se bat notamment contre nos voisins de gauche et de droite pour avoir plus de cartes dans telle ou telle catégorie. Il y a une gestion du tempo qui semble plutôt maligne, puisqu'on pose des cartes de trophées sur des villas à tour de rôle, et lorsque le numéro des trophées et des villas correspondent, ça déclenche immédiatement la fin du tour, avec une défausse des joueurs qui ont trop de cartes à la clé, etc. Ne m'en demandez pas plus, j'ai pas trouvé de traces des règles, il y a que des vidéos en allemand, a priori pas grand monde n'y a joué en dehors du public germanophone, ça a pas l'air particulièrement mémorable, ça a tout du petit jeu de cartes, un petit peu hasardeux mais fun, que les deux auteurs ont fait ensemble pour initier leur collaboration avant d'accoucher d'œuvres plus conséquentes plus tard. Le prochain jeu retourne aux Caraïbes, que Pfister nous proposait déjà de visiter en 2008, mais on incarne cette fois-ci un marchand, donc c'est Handler der Karibik. C'est un petit jeu de 110 cartes qui a gagné le concours de création de l'Österreichische Spielemuseum, le musée autrichien des jeux, quoi. Et du coup, ils l'ont édité. Et c'est pas du tout une anomalie ou un essai ponctuel, puisqu'ils ont édité au total 38 jeux, dont Oh My Goods de Pfister, mais aussi un Gnisia qui s'appelle Tiku. Le musée a une base de données de jeux qui s'intitule Ludorium, et ils ont aussi un magazine
imprimé qui s'appelle Win, qui est disponible en ligne gratuitement. Donc c'est vraiment un acteur important du monde du jeu en Autriche. Alors quand je vous dis Handler der Karabik, vous vous dites encore un jeu pas connu, tombé dans l'oubli. Eh bien, pas du tout, puisqu'il s'agit de la première version de Port-Royal. Port-Royal qui sortira chez Pegasus l'année suivante. Alors, Port-Royal, c'est pas le jeu de Pfister le plus auréolé, mais c'est un chouette jeu familial qui a eu droit à des extensions et une big box récemment. Par rapport à Handler der Karibik, qui a une édition très modeste et un prix de 5 €, Port-Royal a une version augmentée, un petit peu plus mainstream, donc il ajoute juste 10 cartes expédition pour faire monter la pioche à 120, puis la possibilité de jouer à 5 et une façon alternative de gagner. Port-Royal, moi je l'ai possédé un temps, j'en ai fait 2 parties avant de le revendre. J'ai trouvé ça sympa sans plus. C'est un jeu de stop ou encore et de collection comme Pfister en a fait pas mal. En fait, à son tour, on tire des cartes de la pioche pour les placer au milieu, une par une, et comme dans l'excellent Hauteville, oui, je vais le placer à chaque fois que je peux, les cartes ont une pièce au verso et vont aussi servir de monnaie aux joueurs. À l'inverse, sur leur recto, les cartes représentent plusieurs éléments différents, notamment des navires qu'on peut attaquer si on a assez d'épées sur les cartes devant nous. Et si c'est pas le cas, le bateau, il reste là, à la merci des autres joueurs qui pourront l'attaquer aussi. On tire des cartes autant qu'on veut, on va peut-être mettre en jeu un événement de réduction des taxes, par exemple, qui oblige ceux qui sont trop riches à perdre la moitié de leur pognon. On peut aussi mettre en jeu des expéditions qui réclament de dépenser des cartes particulières, mais si on pioche un bateau d'une couleur qui est déjà présente au milieu, mais paf, le tour s'arrête, les cartes sont défaussées, c'est du stop ou encore, quoi. On peut aussi, évidemment, choisir de s'arrêter à tout moment pour récupérer des cartes au milieu, et plus il y a de navires différents au milieu, plus on va pouvoir récupérer de cartes, ce qui nous incite toujours à piocher plus, évidemment. Ce qu'il y a d'amusant aussi, c'est qu'on peut acheter une carte, y compris lors des manches où ce sont les autres qui jouent, en payant des pièces aux joueurs actifs, donc ça permet de rester impliqué en permanence dans la partie, et c'est tout simplement une course pour atteindre les 12 points de victoire. Alors dans mon souvenir, Port-Royal, ça avait du potentiel, mais avec le cul un peu entre deux chaises, donc pas assez immédiat pour être un vrai familial, parce qu'il y a pas mal de types de cartes différentes qu'il faut expliquer, il y a des pouvoirs, ça reste un petit peu technique, il y a quand même un petit peu de règles et tout ça, et en même temps, c'est pas assez profond pour être joué entre joueurs, à mon sens, parce que, comme souvent dans les stop ou encore, évidemment, pas mal de chance, pas mal de chaos, etc. Alors mon avis n'est pas arrêté, j'y ai vraiment pas beaucoup joué, je sais que certains l'apprécient, donc dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas, si vous avez acheté la Big Box, etc. C'est amusant en tout cas que le jeu soit resté dans le paysage malgré les années, alors que Pfister est aujourd'hui davantage connu pour ses gros jeux, et il reste encore un titre un petit peu plus léger avant de s'attaquer aux costauds. Et ce petit jeu, c'est Oh My Goods, qui est paru en 2015 et qui va commencer à initier tout un univers assez médiéval, très axé autour de l'industrie, de la production, etc., qui sera illustré tout du long par Clemens Franz, l'illustrateur d'Agricola, et auquel Pfister va petit à petit ajouter des itérations et de la narration, et il va pousser cet univers toujours plus loin. C'est la première itération, un des ingrédients communs à tous ces jeux, c'est le fait qu'on a des cartes à usage multiple, quelque chose que Pfister aime beaucoup, il le dit en interview, donc ces cartes, elles peuvent fonctionner comme des bâtiments qu'on construit devant nous qui nous donnent des points de victoire et des possibilités de production, mais elles peuvent aussi donner une ressource, etc. Et puis on a des cartes de travailleurs qui ont deux côtés, soit on va les faire bosser dur et là on payera le coût de production plein pot mais on aura des ressources supplémentaires, soit on va les faire travailler de façon un petit peu plus paresseuse et du coup on aura moins de ressources mais aussi ça nous coûtera moins cher en termes de production, on aura une réduction sur le coût à payer. Et puis ces travailleurs, on peut en acheter des nouveaux dans un marché commun avec des prérequis en fonction de la couleur, donc on a ce côté montée en puissance, tableau building, et puis une petite course indirecte, puisque on voit dès le début de la partie quels sont les travailleurs qui sont disponibles, et ça va nous donner des objectifs de « Ah, celui-là il a l'air vraiment trop cool, il faut que je fasse 3 bâtiments blancs et 2 bâtiments verts avant les autres pour pouvoir le récupérer ». Une autre composante qu'on retrouvera aussi dans Expédition à New Dale, qui sortira plus tard, on en parlera dans l'épisode 2, c'est le côté pousse ta chance à partir d'informations communes et d'autres informations qui vont arriver après. Donc dans My Goods, à chaque manche, on va tirer des ressources communes, mutuelles, qui seront disponibles pour tous les joueurs. On va en tirer jusqu'à ce que 2 moitiés de soleil, parfois présents sur les cartes, aient été piochées, donc en fonction du tirage, on va avoir
plus ou moins de ressources mutuelles communes, il y aura plus ou moins d'abondance, mais on doit tous composer avec le même tirage. À partir de là, on va décider une affectation à un ouvrier dans notre main, ce qui va servir à faire une production, ce qui va construire un nouveau bâtiment, etc. Et puis, une fois que tout le monde a pris cette décision, on va ajouter des nouvelles ressources mutuelles. Encore une fois, jusqu'à ce qu'on obtienne 2 moitiés de soleil. Si vous avez joué à New Del, c'est vraiment la même chose que les ouvriers qu'on va sortir du sac après qu'on a choisi ces actions. Et en même temps, on a un plan B, hein, c'est pas full hasard. S'il manque des ressources mutuelles pour faire ce qu'on avait prévu, on peut se débrouiller avec des cartes de notre main qu'on va utiliser comme ressources. De la même manière, si on fait une production au moins une fois, on va pouvoir activer des productions supplémentaires grâce aux cartes de notre main. Donc voilà, on a plein de façons différentes d'utiliser les cartes de notre main. Il y a cette idée de pousse ta chance, de construction de moteur, et un aspect tout de même assez solo, puisqu'on réfléchit vraiment à la construction de notre propre tableau, sans trop se soucier de ce que font les autres. Oh My Goods, j'ai regardé une critique de Tom Vasel à son sujet. Lui, il avait le sentiment que c'était pas très équilibré. Il a identifié que dans le jeu, les bâtiments qui sont pas chers sont en fait plus intéressants que les bâtiments qui sont chers, où on n'a jamais l'argent pour les poser, et souvent on n'a pas l'occasion de récupérer assez de thunes pour pouvoir en profiter avant que la partie se termine, et du coup ça revient un peu à de la chance, selon lui, à qui piochera en premier les petits bâtiments et qui va mettre la pression sur ses adversaires. Le jeu dure souvent que 7 tours, parce qu'on peut construire un bâtiment par tour, et ça s'arrête quand on a 8 bâtiments. On commence la partie en ayant déjà un devant soi. Et ça l'a vraiment frustré Tom Vasel. Il trouve que du coup il y a plein de cartes qui n'ont pas d'intérêt dans le jeu. Pfister répond sous la vidéo de Vasel en expliquant qu'il y a une deuxième version des règles, plus complexe, avec la possibilité de changer sa main, avec un dernier tour lors duquel on peut utiliser toute notre chaîne de production, avec des restrictions de construction, etc. Et il se justifie en disant que la première édition de My Goods était destinée à cibler vraiment les joueurs occasionnels, et puis que comme le jeu a créé de l'engouement chez les joueurs un peu plus experts, qui auraient eu envie de l'aimer, mais qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu activer leur moteur comme ils le voulaient, et ben il a créé cette seconde édition qui n'était pas prévue à la base, qui amène un peu plus de contrôle, un peu plus de profondeur. Du coup, cette frustration chez les joueurs et ce côté mauvaise réception, ça a probablement créé une frustration chez l'auteur aussi, ce qui va expliquer l'arrivée d'Expédition à New Del 4 ans plus tard. On y reviendra dans l'épisode 2 du coup. Alors, Broom Service, paru en 2015, c'est la V2 d'un vieux jeu d'Aléa qui est paru 7 ans plus tôt, Malédiction, créé par Andreas Pélican seul. Et moi, Malédiction, Witch Brew en anglais, c'est un jeu que j'avais acheté par hasard en bourse jouet et que j'avais beaucoup aimé. On retrouve déjà le système de rôle avec le choix entre un pouvoir plus puissant qu'on n'est pas sûr d'avoir et un plus faible qu'on a réalisé à coup sûr, système qui a été repris dans Broom Service, et à l'époque c'était au service d'un jeu de collecte de ressources, donc on se battait pour obtenir des ingrédients et puis concocter des potions qui étaient les points de victoire, mais avec une forte importance de l'ordre du tour, une sorte de citadelle en plus malin, en moins interminable et en quand même moins chaotique puisqu'on choisit sa main de cartes, on ne doit pas les drafter comme ça. On a une part de décision propre quoi. Du coup la collaboration avec Pfister donne Broom Service qui reprend le même système de cartes et de rôle mais qui ajoute un plateau avec une course et moi j'y ai pas joué donc je vais faire appel à mon sorcier préféré. Tada! Salut Benjamin! Salut tout le monde, ça va? T'es là pour nous parler de Pfister et plus particulièrement en premier de Broom Service. Donc en fait c'était une initiative de l'éditeur de rééditer ce Malédiction et ils ont donc Andreas Pélican est venu avec ce jeu de cartes qu'il appréciait qui était sorti en 2008. Il a dit ah bah on le referait pas, on le remettrait pas au goût du jour et tout. Ils ont dit ok mais alors tu nous mets un plateau Coco. Et au début, Pélican, il travaillait dessus. Il est autrichien, hein, comme Pfister. Et en fait, il testait chacun les jeux les uns des autres. Et Pfister lui a dit « Écoute, je vais y bosser de mon côté. Fais-moi confiance. » Donc, il était testeur, mais il a dit « Vas-y, je vais bosser dessus moi aussi. » Et ça s'est fait comme ça. Et ils ont commencé à travailler ensemble. À partir du moment où Pfister est venu avec sa version, il a fait... Ok, c'est pas mal finalement ton truc. Broom Service, comme son nom l'indique, c'est un service de livraison en balai. Donc c'est des sorciers qui vont livrer des potions en balai volant aux quatre coins du plateau. Donc c'est un jeu de pick-up and delivery. C'est pas un genre que moi personnellement j'affectionne tout particulièrement, mais ici la mécanique est vraiment sympa.
parce que le jeu est assez léger au final. On est vraiment dans du mid-euro, on peut dire familial, quoi. C'est ça, familial. Et en gros, on va jouer des cartes, soit en brave, soit en lâche. Si on la joue en brave, l'action sera vraiment bonifiée, plus forte. Mais si quelqu'un d'autre joue la même action que nous avant nous, on ne pourra pas la faire. Par contre, si on joue la carte en lâche, ce sera moins fort, mais l'action sera assurée. Et donc les cartes, c'est choper des ressources, c'est se déplacer, choper des potions pour ensuite pouvoir les livrer en se déplaçant. Il y a aussi des zones avec des nuages qui vont pouvoir faire des bonus ou des malus en fonction de comment ça se passe. Et donc voilà, c'est un jeu à l'interaction directe et indirecte. On va aussi planifier les cartes qu'on va vouloir jouer. Donc on va se dire, lui... En début de manche, tu choisis dans ton pôle de cartes, c'est ça un peu à la Croft Emera pour ceux qui connaissent. Et donc, les gens vont se dire, bon, lui, il va devoir se déplacer dans cette zone-là, donc il va avoir besoin de cette carte-là spécifiquement. Et je vais jouer avant lui. Donc peut-être que je vais jouer cette carte-là pour lui enlever la possibilité. Il y a beaucoup d'observations de ce qu'on vont faire les autres joueurs, mais ça se fait très bien parce qu'il n'y a pas besoin de compter les ressources. C'est assez visuel, donc ça marche assez bien. En fait, ça reprend la méca de Malédiction, du coup, auquel moi j'ai beaucoup joué à l'époque, mais où on faisait uniquement des potions, on n'allait pas les livrer après. Et je trouve que c'est intéressant cette façon d'ajouter un plateau. Sur le côté, je vais bluffer ou je vais piquer telle action à l'adversaire, etc. Ça permet, c'est plus visuel en fait. Tu vois en un coup d'œil qui veut aller où, qui est déjà dans quelle zone et qui va pouvoir aller à un endroit avant toi. Exactement. Parce qu'il y a un côté course où si tu vas livrer à tel endroit en premier, tu fais plus de points que ceux qui viennent après. C'est ça. Oui, il y a vraiment un côté de course. C'est un jeu qui est assez dynamique et rapide, malgré qu'il y ait cette petite phase de planification. Une fois que cette phase de planification est faite, ça va dérouler, quoi. Parce que t'as juste à poser ta carte, à faire l'action, qui sont souvent des actions assez simples, se déplacer, prendre des ressources, etc. Donc c'est assez fluide, donc c'est vraiment un jeu agréable, mais qui renferme quand même une certaine profondeur et une certaine rejouabilité, en ce sens où c'est l'observation et l'interaction avec les rôles joués par les autres joueurs qui vont faire tout le sel de la partie, quoi. Il faut savoir que ils avaient préparé une extension pour le jeu. Ils en avaient développé une vraiment dans leur coin. Et ça, c'est une exception chez Pfister. D'habitude, c'est les éditeurs qui viennent lui demander pour faire une extension. Et dans ces cas-là, il explique en interview, il lit tous les commentaires sur le jeu de base. Il se dit, ok, il y a des gens qui ont moins aimé ça. Comment est-ce que je peux y répondre ? En tout cas, comment je peux amener le jeu vers une dimension plus riche sur les aspects qui ont été critiqués ? Pour Broom Service, ils sont vraiment venus de leur propre initiative avec une extension, et l'éditeur n'en a jamais voulu. En fait, Aléa, ils sont pas trop fans de l'extension, c'est pas trop leur truc. Maintenant, Pfister explique en interview qu'il y a trop de temps qui s'est écoulé depuis la sortie de Broom Service, même s'il a eu un Kennerspiel. Mais voilà, ils avaient réfléchi à un nouveau demi-plateau. Sur le côté, il y avait une nouvelle carte, le bâtisseur, et évidemment, qui dit Pfister, qui dit extension, dit mode histoire. Alors pour lui, les personnages de Broom Service sont hyper colorés, hyper attachants, très chouettes. Et pour lui, ça lui a inspiré une histoire à raconter, avec un mode campagne et tout ça. C'est vrai qu'il aime beaucoup faire ça, Pfister. Et si on a le temps de s'investir dans ce genre de truc en tant que joueur ou joueuse, c'est une bonne question. Mais je vois tout à fait ce qu'ils sont pas en mode, c'est vrai que dans l'ADA, il y a quelque chose d'attachant, de réconfortant. Ça, je le retrouve tout à fait. Donc voilà, Broom Service, moi, c'est un jeu que je possède. Il est en occasion vraiment pas cher, en salon ou sur Ocasio, des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver une boîte à moins de 15€ facilement, je pense. Et alors, il y a aussi une version jeu de cartes qui est sortie en 2016, ce qui est paradoxal puisque c'était déjà un jeu de cartes à la base en tant que Malédiction. Comme ils ont fait Château de Bourgogne, le jeu de cartes, etc. Aléa, ils se disent, on n'aime pas les extensions, mais ils tirent un petit peu sur la corde quand même avec les déclinaisons en jeu de cartes, en jeu de dés, machin brol. J'ai lu les règles, c'est encore plus simple que Malédiction. Même si là on doit encore faire des potions, c'est vraiment un petit filler quoi, qui se joue en 15-20 minutes. J'ai presque l'impression que c'est le feeling d'un jeu de pli quoi, dans l'essence où les cartes qu'on va recevoir là, elles viennent du hasard. Tu dois pas les choisir
parmi un pool, et voilà, on n'a pas tous ce même set à égrener tout au long de la partie, comme dans Malédiction ou Broom Service. Là, pour le coup, c'était une demande de l'éditeur qui a dit, bon bah le jeu a eu le canner, on va faire un jeu de cartes l'année suivante. Comme tu dis, ils ont fait ça avec beaucoup de leurs jeux. Hein. Ouais, bah voilà, donc Pélican et Pfister avaient 2 idées, une simple, une plus complexe. L'éditeur a choisi la plus simple, donc voilà, c'est pas vraiment leur décision. Donc a priori, on recommande pas spécialement cette version, puisque le jeu de base est déjà assez familial, assez facile à appréhender, mais à une couche Après, si vous aimez vraiment la proposition et que voilà, c'est plus petit, ça se transporte vraiment facilement. C'est du bonus pour ceux qui aiment vraiment et qui veulent vraiment... Ou les gens qui ont la collectionné, c'est un autre sujet. Ça. Ensuite, un jeu beaucoup plus costaud, Mombasa. Ouais. Le premier vrai jeu expert de Pfister, en fait. Hein. Donc, comme Luciani, il a débuté sa carrière par des jeux plus légers. Et puis là, il y a les planètes qui s'alignent pour qu'il se retrouve à faire un jeu vraiment core gamer, avec une partie de 2 heures, 2 heures et demie, avec beaucoup de règles, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'il arrive là-dessus? Il a retrouvé dans ses cartons un plateau dessiné qui représentait l'Afrique, et il est reparti de cette idée-là pour faire un jeu. Donc c'est une idée première qui date d'il y a 30 ans. Lui, il est fan de deck building, Pfister, mais il voulait réduire la chance. Et c'est comme ça qu'il en est venu à cette mécanique de cartes dans Mombasa, parce que dans Mombasa, vous faites des colonne de cartes, en fait, vous allouez les cartes que vous avez en main à certains emplacements à chaque manche, et puis après, elles remontent, et vous ne pouvez pas les récupérer avant un certain temps, parce que vous pouvez ramasser qu'une seule de vos colonnes de cartes. Donc voilà, si on a des enchaînements très très forts, on va pas pouvoir en abuser plusieurs manches d'affilée, il va falloir attendre un certain temps, une mécanique un peu de cooldown qui est intéressante. Mombasa, à l'origine, il s'appelait Africa 1830, en référence au 18XX. À 1830, c'était un jeu de train avec de la bourse et des enchères. Comme les 18X. Ouais, inspiré des 18XX. Il a présenté le jeu à Eggertspiel, qui aimait bien, mais pendant 3 ans, ils en ont rien fait du tout. Et puis, c'est Victor Kobike, un nouvel éditeur qui est arrivé chez Eggertspiel. Et si vous avez un peu suivi Skymines, c'est aussi le co-auteur de Skymines. Donc, c'est un gars qui a vraiment participé énormément au développement du jeu, qui l'a beaucoup porté, et au point que quand ils ont fait cette réédition dans un nouveau setting science-fiction, il a été crédité comme co-auteur parce qu'il a porté vraiment énormément au design. Mombasa, au total, c'est 4 ans de boulot, et moi, je vais le dire, c'est mon Pfister préféré. J'adore parce que je vois comment il est arrivé avec ce truc de bourse et d'enchères, parce que dans Mombasa, on va acquérir des actions dans des entreprises qui vont nous faire monter sur des pistes, qui vont nous donner des... Il y a des pistes. Il y a des pistes, donc c'est bien. Qui vont nous donner des pouvoirs, donc ça change en fonction de la mise en place. On peut mettre différentes pistes pour les différentes entreprises. Et puis, c'est sur ça que va être basé le scoring. Comme dans Maracaibo, dont on reparlera plus tard, on va monter en influence sur ces différentes entreprises. Ça, c'est un truc très malin, ça. Et plus il y a de maisons sur le plateau, plus on va découvrir de points de victoire, et plus on va scorer en fonction du nombre de parts qu'on a dans ces entreprises à la fin du jeu. Et ça va être dynamique, c'est-à-dire que le plateau, il est limité, et ça va être un vrai jeu de contrôle de territoire, avec un des types de cartes du jeu, une des actions qui est représentée par un chapeau colonial, hein, le thème, on va y revenir après. On va parfois consacrer son action à dire, ok, j'ai 6 points de chapeau, 6 points de colonisation, et je vais l'utiliser pour placer des petites maisons, chasser les autres, donc faire que les entreprises des autres feront moins de points de victoire, et augmenter mon ratio, et au passage gagner des petits bonus, de l'argent, etc. Donc moi je trouve ça fascinant, ce truc-là, ça fait que ça se joue très bien à 4 joueurs, et que c'est très interactif, parce qu'on se tire la bourre constamment sur quelle entreprise va être la plus répandue sur le plateau. Mombasa, c'est vraiment ça qui m'attire dans le jeu aussi, donc c'est l'aspect de piste, encore une fois, évidemment, et qu'est-ce que tu vas prioriser, quelle piste tu priorises, ça va vraiment conditionner ton style de jeu, évidemment, et cette histoire de placement d'entreprise aussi. Quelqu'un peut vraiment aller à fond dans une entreprise, en termes de points de victoire révélés, et puis se faire bouffer, se faire prendre la majorité par quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. À mon avis, c'est un jeu où j'aime bien rester un peu en retrait par rapport à ça, pour être un peu dans le fou par rapport à mes intentions, et vraiment me jeter à corps perdu dans ce que je trouve le plus profitable quand le late game arrive. Ça a des désavantages en termes de stratégie, c'est une tactique que j'aime bien employer.
parce que la tension va être palpable beaucoup plus longtemps dans la partie, où j'ai fait des parties où c'était vraiment clair ce que chacun des joueuses avait comme intention, et du coup l'interaction perdait un peu en intensité. Moi j'aime la mécanique, c'est pas vraiment du deck building, un peu du hand building dans ce jeu, dans le sens où tu peux acheter des nouvelles cartes, il va y avoir un marché comme ça qui évolue, où tu peux acheter une carte qui vient de sortir mais c'est très cher, ou tu peux parfois faire des prises d'opportunité, d'acheter une carte à pas cher. Ça, c'est vraiment le puzzle qui est fascinant dans le jeu, c'est comment, à partir de ta main de cartes, tu vas répartir et te dire, ok, dans 2 tours, je reprendrai cet emplacement-là, à la fin de ce tour, je récupérerai les cartes que j'ai mises ici, etc. Parce que ça va vraiment avoir de l'importance. Ouais. Tu dois mettre des ressources identiques pour pouvoir les dépenser d'un coup, faire des gros achats, acheter des grosses cartes. Il y a aussi des majorités sur qui a combien de ressources en main, et ça va te donner accès à certaines zones où placer des petits jetons. Donc là, il y a une mécanique en fait de placement d'ouvriers, un petit jeu dans le jeu, quoi. C'est ça, ouais. Et il y a comme ça un peu des petits mini-jeux. C'est un jeu très complet, ça c'est génial. Il y a les livres que tu dois acquérir et qui te demandent une planification vraiment à long terme. C'est compliqué en première partie à cette histoire. C'est très compliqué parce que tu dois avancer livre par livre et avoir les prérequis pour chaque livre dans ta main de carte. Tu peux modifier ces prérequis en achetant des tuiles sur le côté qui vont un petit peu t'aider. Là où tu t'arrêtes, tu dois planifier aussi parce que c'est ça qui va te donner le cadeau. Donc ouais, ça c'est très très difficile quand tu découvres le jeu. Ouais. C'est un jeu qui est vraiment pas facile à sortir parce qu'on doit y jouer essentiellement à 4 pour que ça soit vraiment optimal. Et les parties sont assez longues et c'est pas facile de le faire découvrir parce que il y a des mécaniques qui sont plus complexes. Les livres, effectivement, c'est compliqué. Du coup, les gens vont se rabattre sur le diamant qui est plus facile d'accès. C'est juste le faire monter sur une piste le plus loin possible. Puis si un joueur ou une joueuse snob les bouquins, ça va nous ouvrir des possibilités à nous aussi. Donc voilà, ça déséquilibre un peu le schmilblick, quoi, c'est clair. Mais c'est vraiment un jeu qui demande beaucoup de planification, notamment sur ces fameux bouquins qu'on peut placer où on veut. Donc tu peux te dire, ok, je vais mettre ça 4 cases plus loin, en fonction d'à quel point t'es bon ou pas, tu navigues un peu à vue, ou alors en ayant vraiment tout planifié. C'est ça qui va faire la différence entre les bons et les moins bons. Mais pourquoi moi c'est mon Pfister préféré, c'est pas tant que je suis le thème. Moi c'est pas tant que je suis un fan acharné de la planification, c'est le fait que je trouve ça très ludique en fait, ce truc de placer les cartes, d'avoir tous ces petits mini-jeux, de ok lui mais passer devant là-dessus, mais moi je vais investir à fond dans cette entreprise-là, etc. Maintenant oui, c'est pas pour rien qu'il a été réédité dans un setting space opéra science-fiction, c'est que c'est quand même un thème colonial, où on se retrouve à implanter des entreprises en Afrique. C'est impérialiste, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est sûr que ça renvoie à une partie de l'histoire européenne qui a eu lieu. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être dans la négation de notre histoire. Justement, c'est bien de pouvoir en parler et de faire un travail de mémoire par rapport à ça. Mais ici, c'est pas ce que le jeu propose, quoi. Si ça va plutôt justement glorifier ou en tout cas normaliser ce rapport à l'Afrique, ce rapport impérialiste et colonial à l'Afrique, que malheureusement on entretient encore aujourd'hui de par notre relation à ce continent-là, d'un point de vue culturel, économique, linguistique également. C'est quand même assez compliqué de jouer à ça, ou en tout cas d'en parler sans mentionner ce thème, qui, à notre époque, malheureusement, c'est pas le cas, mais devrait faire consensus dans les problématiques qu'il met en avant, quoi, tout simplement. C'est vraiment un travail, un rapport d'une société mature par rapport à son histoire. Il faut avoir un regard critique sur le thème, il faut savoir, en jouant, ce à quoi il renvoie. Est-ce que ça doit t'empêcher de jouer au jeu? Je ne pense pas, c'est pas la question. Non, faut pas faire comme si ça n'existait pas, ni ce thème, ni l'histoire de l'Europe par rapport à l'Afrique et à d'autres continents et au monde en général, au demeurant, parce que ça conditionne encore notre espace mental et notre façon d'appréhender le monde aujourd'hui. Nos sociétés ont un problème de mémoire par rapport à l'époque coloniale, européenne et américaine. Pour autant, Mombasa reste un excellent jeu. On peut plomber l'ambiance, mais bon, cette petite parenthèse qui nous semblait importante, même si le discours qu'on vient de porter est très incomplet parce que c'est pas le sujet de la chaîne ni de la vidéo. On voulait pas occulter non plus ça, et on veut pas non plus en faire une affaire d'État ou je sais pas quoi. Le jeu existe toujours, vous pouvez encore le choper sur Ocaseo.
si vous êtes vraiment rebuté par l'aspect science-fiction. Et puis sinon, il y a Skymines qui est tout aussi intéressant. On va coloniser l'espace. Ça revient peut-être un peu au même finalement. Bah, il n'y avait pas d'humains, quoi, en tout cas sur la Lune, donc c'est déjà ça, quoi. La colonisation de l'Écosse maintenant. Ouais, ça c'est beaucoup moins un problème, ça par contre. Isle of Skye, From Chieftain to King. Donc, grosse année en fait, 2015 pour Twister. Il y a eu Broom Service avec Andreas Pelikan, nouveau jeu avec Andreas Pelikan, et qui va lui aussi gagner le Kenner. Ils vont gagner le Kenner 2 années d'affilée. Exploit record. Là encore, c'est une collaboration de l'idée de l'un et du grain de sel qu'a pu mettre l'autre dedans. Isle of Skye, c'est Andreas Pelikan qui est venu avec l'idée du placement de tuiles et du système de score. Système de score absolument brillant à chaque manche, tu scores tel et tel objectif qui ont été tirés en début de partie, qu'on va retrouver après dans Cartographeur. Et Pfister a réfléchi à comment est-ce qu'on allait acquérir ces tuiles. Et en tant que fan de jeux économiques, il est venu avec cette idée brillante, qu'on retrouve un petit peu dans un jeu de Richard Breeze qui s'appelle Demeter, où là aussi on avait des tuiles dont on fixait les prix, etc. Qui ici vraiment revient à une quintessence absolument géniale, où on joue en simultané. J'ai mes petites pièces derrière mon paravent, j'ai ces 3 tuiles, j'en garde 2 et je leur mets un prix. Et avec tout ce guessing qui est vraiment intéressant de tiens, est-ce qu'il a vraiment envie de l'avoir ou pas. À notre tour, on va pouvoir acheter qu'une seule tuile, donc c'est ça le crève-cœur. Donc c'est un jeu où même quand on est très riche, on a toujours quand même qu'une seule possibilité d'action. Et ça va nous encourager à bien doser notre argent pour pas être paralysé et ne pas pouvoir acheter de tuiles à son tour. Ça, on est vraiment pénalisé. En fonction de l'ordre du tour, ça peut être assez crucial. Tu regrettes, je trouve, dans Isle of Skye, j'ai pas mis mes tuiles assez chères, quoi. Ouais. Je l'ai mise à 10, et ils ont quand même claqué les 10 pour me la prendre. Et en vrai, je la voulais tellement que j'aurais pu mettre 15, j'aurais pu mettre 20. Et en même temps, à la fin du jeu, t'as 1 point par tranche de 5 sous. Et c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment hyper malin. Et ça, pour le coup, ce système économique-là, on le doit à Pfister. T'es toujours un peu sur une corde, quoi. Tu fais un peu le funambule, quoi. C'est-à-dire que, comme tu dis, si vous mettez votre tuile en proposition d'achat vraiment très chère, peut-être que personne ne va vous les acheter. Donc, vous allez avoir la tuile que vous avez achetée, plus les 2 que personne chez vous n'a acheté. Donc, ça vous fait 3 tuiles à placer, mais c'est un tour où vous avez fait que perdre de l'argent. Ouais. Et donc, vous n'allez pas pouvoir faire ça toute la partie. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un achète vos tuiles aussi pour récupérer de l'argent et des fonds, tout simplement. Même s'il y a un système de revenus, etc. Donc, je dois acquérir les tuiles que je veux. Faut pas que je laisse des tuiles trop puissantes, trop bon marché aux autres joueurs. Et en même temps, je dois m'assurer une certaine stabilité économique pour toujours justement pouvoir acheter des tuiles et surtout ne pas offrir des tuiles bon marché aux autres joueurs, parce que si tu n'as plus d'argent, tu peux plus associer d'argent à tes tuiles et du coup tu vas faire des cadeaux aux autres joueurs. C'est ça. Donc en fait le jeu est très familial dans ses règles parce que c'est vraiment hyper simple, hyper fluide. Tu reçois tes tuiles, tout le monde met ses prix en même temps. Après, on achète dans l'ordre du tour et puis on ajoute nos tuiles. Donc, c'est vraiment bien séquencé, même dans l'expérience de jeu et dans ce sur quoi tu dois te concentrer, quoi. À un moment, tu te concentres sur le prix de tes tuiles vraiment dans ton coin. Et puis après, tu vas regarder les propositions, quelle est celle qui t'intéresse le plus et en même temps, comment tu comptes. Et puis après, tu fais ton propre puzzle. Où est-ce que je vais mettre ma tuile sur mon plan de jeu? Même si tu y as déjà un peu réfléchi avant. Mais tu peux presque expliquer le jeu au fur et à mesure à des gens qui découvriraient. Mais en tant qu'expert, il va vraiment avoir de l'intérêt parce qu'il y a une interaction très forte sur l'argent, comment elle est répartie entre les différents joueurs, sur les trucs à ne pas laisser. On peut faire du king-making de façon un peu involontaire si on n'a pas bien saisi toutes les subtilités. Who want to be the king? Pardon. Donc, je trouve qu'il a vraiment, rien qu'avec le jeu de base, il a vraiment une très grande richesse. Moi, c'est un jeu que j'adore faire découvrir. On peut y jouer à 5, ça tourne très bien. On peut y jouer aussi à moins nombreux. Et voilà, toi aussi, c'est un jeu qui est important pour toi. Ouais, d'ailleurs, il était dans notre top 50, là. Et ce qui le distingue vraiment des autres jeux de placement de tuiles assez classiques, à la Carcassonne ou quoi, c'est ce système d'enchères et d'économie, quoi. Et on n'a pas parlé du scoring à la Cartographeur, ou c'est plutôt Cartographeur qu'un scoring à la Isle of Skye en tant que tel. Mais ça, c'est aussi très chouette de la manière d'appréhender le jeu, parce que jusqu'au bout, ça va être assez incertain, le scoring. Quelqu'un ne peut
faire quasiment aucun point les 3 premières manches et vraiment avoir tout misé sur la dernière manche, faire un maximum de points à ce moment-là, mais c'est aussi quelque chose que les autres joueurs peuvent essayer d'anticiper. En mode, bon, ok, on voit bien qu'il essaye de tout miser, par exemple, sur les lacs, parce que c'est les lacs qui vont scorer en fin de jeu. Bah, on va essayer de proposer cette tuile-là très chère, voire de les... dans les tuiles qu'on reçoit, il y en a une qu'on ne propose pas à la vente, de les supprimer carrément, cette tuile-là. Ça, c'est vraiment très riche, quoi. Ce qui est vraiment génial avec ce système de score, c'est qu'il propose une rejouabilité immense pour pas grand-chose. C'est juste le fait de changer les tuiles qui va faire que dans certaines parties, certaines tuiles vont être hyper importantes et dans d'autres parties pas du tout. Mais comme c'est les joueurs qui fixent les prix, bah, ça fonctionne dans tous les cas. C'est ça qui est génial. Il y a une espèce d'équilibrage naturel qui est dingue et le jeu est quand même aussi assez créatif, assez ouvert parce que oui, il y a ces objectifs qui vont nous faire scorer de manière régulière, mais il y a aussi les espèces de parchemins là qui te font un scoring de fin de partie uniquement et si tu arrives à les enclaver, à faire en sorte que le terrain dans lequel ils se trouvent est complètement fermé, ils vont scorer double. Donc tu pourrais faire des parties où tu te concentres vraiment là-dessus et un peu moins sur les objectifs. Ça s'est vu surtout avec les extensions qui permettent aussi d'autres manières de faire des points, etc. D'ailleurs, les extensions, moi j'ai acheté la Big Box ASN, Big Box. Donc ils font une Big Box, mais il n'y a qu'une extension dedans, quoi. Ouais. Donc c'est pas une big box, quoi. C'est une middle box ou c'est, je sais pas comment il faut appeler ça, mais pas une big box en tout cas. Oui, c'est vraiment une incompréhension d'édition pour le coup. C'est limite une arnaque parce que oui, effectivement, c'est marqué sur la boîte si tu te renseignes, etc. Mais instinctivement, on te dit big box, tu t'attends à ce qui est y a toutes les extensions. Les extensions, parlons-en. Il y en a 2. Moi, je les possède. Je les ai chopées justement à pas cher, à Essen, où tu as eu aussi la big box. Mais je les ai pas encore essayées. J'ai pas ressorti le jeu récemment, ou enfin moi Isle of Sky, j'aime le faire découvrir, j'aime le pratiquer dans un cadre familial, etc. Même si on l'a dit, ça pourrait aussi très bien se jouer entre experts. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je m'y suis intéressé. Il y a Journeyman, où on a un petit bonhomme qui va se balader sur notre plateau, et on va pouvoir améliorer ce qu'il nous donne au fur et à mesure de la partie. Ça a l'air assez intéressant. Et il y a aussi celle des druides. Ouais, c'est des druides. Donc pareil, je la possède mais j'y ai pas encore joué. Toi, t'as essayé ? Oui, je l'ai essayé. Alors ça va rajouter en fait des petites tuiles que vous pouvez acheter à un moment donné, qui vont vous filer des petits boosts, des petits bonus, etc. Donc ça permet un peu plus de contrôle, ou en tout cas de virtuosité dans sa gestion de tuiles, on peut dire ça comme ça. Mais du coup, la tension fondamentale sur l'achat et la mise des tuiles baisse un petit peu parce que vous avez d'autres moyens de faire les choses. Donc c'est intéressant parce que c'est rafraîchissant quand on joue beaucoup au jeu, mais elles sont pas indispensables. Au contraire, ça peut altérer la sensation de jeu, pas forcément dans le bon sens, mais ça va dépendre de vos goûts, quoi. A priori, Druid est plus facile à intégrer que Journeyman. Elle s'explique plus facilement, mais elle est aussi plus anecdotique parce que voilà, elle propose pas une vraie nouvelle mécanique, c'est plus des petits machins pour acquérir des tuiles, quoi. Si on dit une bêtise, dites-le nous en commentaire si vous avez beaucoup joué aux extensions. Moi, je sais que Journeyman est très apprécié. On me l'a conseillé et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je pense que Isle of Sky, j'y rejouerai dans quelques années avec ma fille en famille et que ça passera très bien comme ça. Donc c'est un jeu que je vais conserver parce que c'est vraiment un placement de tuiles assez incontournable grâce à ce fameux système économique qu'on doit à Pfister et qui fonctionne très bien, qui se marie super bien avec ce système de scoring. Donc il y a une espèce d'alchimie comme ça entre les idées de Pélican et l'expertise de Pfister qui en fait un jeu, on va dire initié, faute de meilleurs termes, mais parce qu'il est vraiment à mi-chemin entre le familial et l'expert, mais ça n'en fait pas un jeu initié pour autant. Pour moi, c'est un jeu qui peut être familial ou qui peut être expert en fonction d'avec qui tu le pratiques et qui dans tous les cas, dans les deux cas, fonctionnera vraiment super bien, quoi. Pour moi, c'est un classique. J'ai pas joué à Broom Service, mais je trouve que dans le sens où Isle of Sky... Il a plus laissé sa marque. Isle of Sky a plus révolutionné le genre. Là où Broom Service reprend une mécanique de cartes qui existait déjà, lui ajoute un plateau de façon intelligente. Mais si on veut récompenser la création avec un prix, il y a vraiment une vraie innovation avec Isle of Sky. Voilà, on avait déjà vu ça avant, mettre soi-même le prix des tuiles, mais pas de cette façon-là, pas de façon aussi aboutie. Alors, 2016, un jeu extrêmement important. Pfister sort d'une année où il a enchaîné les bangers, il a fait 2 Kennerspiel d'affilée, et il s'essouffle pas, il vient avec Great Western Trail,
Là aussi, un jeu qui arrive chez Eggertspiel. Le point de départ, c'est encore un jeu qui traîne dans les cartons depuis longtemps. Il avait cette idée de construire des bâtiments sur un chemin partagé par tous les joueurs. Ça, c'est vraiment l'idée de base. Et au départ, c'était un jeu très simple. Parce qu'en fait, Pfister, naturellement, il fait des jeux simples. On le voit avec sa carrière. Et c'est les éditeurs, en l'occurrence Egert, qui vont complexifier les jeux. C'est assez marrant. C'était déjà la même chose avec Mombasa. Le jeu, certes, avait une inspiration 18xx, mais le faisait de manière assez simplifiée, assez épurée. Et là, c'est pareil. Il vient avec cette idée. Chemin partagé par les joueurs, on construit des bâtiments. Et Egert dit... mec, tu viens de sortir Mombasa, qui a plutôt bien marché, qui a été apprécié par la communauté des joueurs experts, on va le monter au même niveau de complexité. Donc voilà, c'est là qu'ils ont commencé à ajouter les tuiles stations, le chemin de fer, etc. Et il est assez fier du thème, Pfister. Il trouve que le thème est plus présent que dans d'autres Eurogames. Et c'est vrai qu'il y a un mariage entre le fait qu'on se déplace, comme ça que c'est une forme de rondel game, on va y revenir juste après, mais où on ajoute des cases au fur et à mesure, ça représente bien ce truc un peu de ruer vers l'or, ou en tout cas de faire fructifier son bétail en suivant un même chemin un peu de transhumance ou de pèlerinage ou quoi, mais où la ville se développe petit à petit, donc il y a de nouveaux bâtiments. En même temps, on a le chemin de fer qui se développe. Ça va très bien avec l'imaginaire du Far West et tutti quanti. Ouais. C'est ça, et ça le fait d'une façon un petit peu... Alors même s'il y a des trucs un peu grossiers, il y a notamment les Indiens qui, dans la nouvelle version, ont été remplacés par des bandits, parce que voilà, il y avait des trucs un peu, encore une fois, maladroits ou touchy dans l'utilisation du thème. Ça fonctionne assez bien, quoi. Pfister, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, et quand il peut ancrer dans le réel, il le fait. Et à l'origine, Great Western Trail était beaucoup plus documenté que ça. Donc, par exemple, les bâtiments neutres, avant, c'était vraiment des villes qui avaient des noms historiques, etc. Il y avait la rivière du Mississippi sur la map et tout. Et là, on est plus dans un truc... Alors, on retrouve Kansas City, etc. Mais on allait encore plus loin dans cet ancrage historique avant, quoi. C'est l'histoire, encore une fois, vue par les Européens, quoi. Donc c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et c'est sûr que ça colle très bien à l'imaginaire qu'on a du Far West de l'époque, mais c'est aussi parce que on nous a transmis cet imaginaire à travers les films, le Western Spaghetti, tout ça colle à cet imaginaire-là, mais encore une fois, c'est une construction de l'histoire qui reflète pas complètement la réalité. C'est marrant ce que tu dis par rapport à Pfister, qui au final fait des jeux assez simples. Aujourd'hui, il est plus identifié comme un designer de jeux expert. Mais oui, mais c'est comme Luciani. Et c'est pour ça que des fois, moi j'ai pu sentir des frustrations de joueurs sur certaines propositions où ils attendaient quelque chose de plus costaud, de plus expert. Mais est-ce que finalement, c'est pas l'ADN du designer, de l'auteur à la base? Le gars, il aime les jeux light, en fait. Donc, certains hasards de la vie ont fait qu'il était emmené vers des jeux experts, mais c'est pas tout à fait sa came à proprement parler. Il sait faire, parce qu'il y passe du temps, qu'il y réfléchit, etc. Mais quand on lui laisse la main mise, il va introduire de la légèreté. Mécaniquement, Great Western, c'est donc un rondel game parce que vous allez suivre différentes étapes, vous allez pouvoir aller plus ou moins vite en fonction du tempo que vous voulez mettre à la partie, c'est ça qui est intéressant, et il va y avoir ce cycle qui se crée, et c'est pas du tout un jeu de deck building en fait. On retient l'aspect deck building parce que tu achètes des vaches de couleur, mais moi je ne le vis pas comme un jeu de deck building. Tu peux faire ta partie et la gagner, être compétitif sans acheter de vaches. Oui, et c'est surtout que t'achètes pas des cartes pour leur effet ou pour faire des combos, etc. T'achètes des cartes pour avoir des couleurs différentes, essayer d'avoir la meilleure main de cartes. C'est presque alors plus du end building, dans le sens où tu vas avancer vite ou moins vite en fonction de à quel point tu dois pousser ta main de carte plus loin, tu dois creuser ton paquet pour aller chercher la bonne association de couleurs parce que tu vises tel ou tel palier. Donc quand vous arrivez en fin de parcours à Kansas City, vous regardez combien de vaches de couleurs différentes vous avez, les doublons ne comptent pas, et en fonction, vous pouvez atteindre tel ou tel palier, et ainsi déblayer votre plateau personnel, parce que c'est un jeu dans lequel on va faire ça aussi, et c'est tellement prononcé qu'il y a même des ouvertures à propos de ça, et c'est ça qui m'a longtemps fait passer à côté du jeu. C'est ça qui est particulier avec Great Western Trail, c'est que moi j'ai fait mes 10 premières parties,
en étant pas sensibilisé aux stratégies, À la méta, aux ouvertures, à la méta et tout ça. On jouait juste avec Maud, avec mon épouse, en 1 contre 1, et voilà, elle me battait tout le temps, je comprenais pas pourquoi, etc. Mais sans pour autant faire cette fameuse ouverture qui est celle de manche 1, tu livres un truc à 0, qui te fera un malus de points de victoire, mais on s'en fout, ça va te donner plein de fric, et ça va te permettre d'après faire un deuxième parcours beaucoup plus percutant où tu vas pouvoir acheter des travailleurs, pouvoir en acheter 2 d'un coup. Ou des bâtiments, et ou commencer à des remplir ton plateau et être beaucoup plus performant. Oui, et en fait, ça c'est marqué nulle part et c'est marrant parce que ça te fait vraiment... Enfin, c'est marqué sur les forums stratégiques BGG, quoi. Mais si tu le sais pas, tu vas peut-être passer à côté du jeu ou en tout cas le trouver un peu moins intéressant au bout d'un certain nombre de parties parce que tu vas pas arriver à choper son plein potentiel, quoi. Bah après, tu vois, c'est comme Projet Gaïa ou Barrage, etc. C'est des jeux qu'on affectionne beaucoup, mais qui sont aussi à méta, et où tu peux passer à côté si justement tu n'as pas ces clés de compréhension-là, ou ces petites subtilités qui sont effectivement pas expliquées et que tu dois apprendre en te renseignant sur le jeu ou en le pratiquant beaucoup et en ayant le bon instinct, quoi, si jamais personne ne te l'a recommandé dans ce sens-là. C'est vraiment un jeu à méta. D'ailleurs, Yoel de First Player a fait une vidéo très développée là-dessus, donc on vous encourage à aller la voir. Ouais, avec Xavier qui a énormément joué au jeu. Ce sera beaucoup plus pertinent que notre analyse de méta ici, mais ce qui est intéressant et ce que je peux dire, c'est que moi, c'est pas une méta qui m'a plu. C'est-à-dire que c'est pas les jeux à méta, ça me dérange pas, au contraire, c'est quelque chose que j'adore. Projet Gaïa, Barrage, pour ne citer que. Ici, Great Western Train, d'ailleurs, il s'est retrouvé dans aucun top 50, alors qu'on y a quand même beaucoup joué, que ce soit en physique ou sur BGA. On a quand même essayé de pousser le truc et de comprendre justement cette méta et d'essayer de pousser le jeu à un niveau compétitif. Mais moi, j'ai pas trouvé mon compte dans les sensations que ça me proposait. Je trouvais que c'était trop couloir au final. Que la méta ne permettait pas assez d'être créatif et de faire des trucs contre-intuitifs ou surprenants, et qu'au final, je me retrouvais un peu à chaque fois à faire un peu les mêmes déroulés en fonction de l'axe que je décidais de développer. Peut-être que je me trompe et que j'ai pas poussé le truc assez loin, mais en tout cas, j'ai pas ressenti le besoin de pousser ça aussi loin. Et voilà, c'est un jeu... que je reconnais tout à fait la qualité et qui est remarquable et qui est excellent et qui est un classique, ça c'est incontestable et c'est vraiment un excellent jeu, mais dans les sensations qu'il propose, dans le tempo qu'il propose, je vais lui préférer à Maracaibo par exemple. Je te rejoins, en fait moi c'est un jeu que j'ai conservé, auquel je refuserai jamais de jouer, etc. Mais je suis pas tombé amoureux du jeu, j'en ferai jamais 100 parties, et je pense que ça n'arrivera pas parce que ouais, il y a des trucs... c'est aussi dans cette gestion de cette main de cartes, en fait, des fois, il peut vraiment y avoir une frustration dans le sens où t'as acheté les vaches qu'il fallait et malgré tout, tu te retrouves à faire des arrêts intermédiaires, etc. pour avoir la bonne main de cartes comme il faut, etc. Donc, il y a vraiment un côté pousse ta chance. Alors, quand dans la deuxième version, parce qu'ils ont ressorti une version en 2021 avec un léger rééquilibrage, des graphismes un petit peu revus, etc., ils ont ajouté un truc qu'il y avait déjà dans l'extension, les jetons x2, qui te permettent de piocher 2 cartes, défausser 2 cartes, ça. etc. Mais voilà, c'est mieux, ça te permet un peu plus de contrôle, mais le cœur du truc reste quand même, est-ce que je vais avoir la bonne main de carte ou pas ? Ouais, moi j'ai pas vraiment d'explication mécanique à proposer pour justifier du fait que, comme tu dis, on n'est pas en amour dans le jeu. Comme on l'a déjà dit souvent, au bout d'un moment, c'est pas forcément rationnel, c'est juste que dans notre rapport au jeu et dans les sensations que ça propose, alors j'ai du mal à l'expliquer rationnellement, parce que normalement, rondelle game, en plus tu peux modifier le chemin de la rondelle en mettant des bâtiments, il y a de l'interaction forte, il y a un peu de deck building, avec l'extension qui va rajouter en plus des options supplémentaires, etc. Un plateau qu'on va pouvoir améliorer. Tous ces éléments-là, tu me le dis, normalement, c'est ma cam, j'adhère. En plus, je joue à méta qu'on peut un peu poncer, etc., qui, avec des connaisseurs, se joue en moins d'1 heure. Tous ces éléments-là, normalement, feraient que j'adhère complètement au truc, et toi aussi. Et pourtant, la mayonnaise, chez moi, ne prend pas, et j'ai pas cette soif d'y revenir régulièrement. Je ne sais pas pourquoi. L'extension Ruée vers le Nord, elle est vraiment super.
Elle est sortie assez vite, hein, 1 an plus tard, et elle ajoute ce demi-plateau au-dessus. Qui ouvre un peu le jeu, justement. Voilà, qui ouvre le jeu, qui fait que l'ouverture n'est plus nécessairement la même, hein, ce truc des 6 sous là. Il peut y avoir... Et non des sioux, qui ont changé. En même temps, de ce que j'ai pu un peu en lire, en voir, en me renseignant, elle ajoute presque une autre ouverture, parce que déposer ses magasins et vider son petit plateau, c'est très fort aussi. Et donc, tu vas forcément ouvrir en prenant la possibilité de poser 2 magasins d'un coup, avec ces fameuses doubles actions qu'on peut faire quand on a bien creusé son plateau comme il faut. Et donc voilà, c'est enlever une ouverture automatique pour presque en rajouter une autre. Elle se fait pas sur le même endroit, hein, elle se fait sur le disque que tu choisis d'enlever de ton plateau à la place de là où tu le mets. Mais ça, limite, ça me dérangerait pas. Parce qu'encore une fois, tu vois, à barrage, il y a des coups qui sont aussi quasiment obligatoires à certains niveaux en termes d'ouverture. Donc, c'est même pas ça qui me dérange. Comme tu le dis, cette extension, elle ouvre le jeu, elle permet, elle rend le train moins incontournable, parce que moi j'avais le sentiment, avec le jeu de base, peut-être que les gens qui ont plus poncé auront une analyse différente, mais que le train c'était quand même vraiment fort, aller choper des chefs de gare, etc., qui ont un scoring associé et tout. Ouais. Ici, c'est vrai que c'est une extension qui est souvent vue comme incontournable pour certains. En tout cas, elle renouvelle vraiment les sensations. C'est une vraie bonne extension qui propose vraiment une dimension supplémentaire. C'est un jeu important. Ça, c'est fondamental. Enfin, oui, iconique, hein, même, on pourrait dire. Et important à l'échelle de l'Eurogame. Et il n'y a pas trop d'autres jeux comme ça, à part les autres déclinaisons de ce jeu-là. On va y venir. Et dans la carrière d'Upfister, il pose aussi un jalon avec Maracaibo, dont on parlera dans le volume 2, qui prend un peu la quintessence de tout ça, mais qui emprunte quand même aussi beaucoup à Great Western. Ouais, puis il s'inscrit aussi au milieu de la décennie dernière, au milieu des années 2010, où pour moi, à partir des années 2015, c'est le début de l'âge d'or du jeu de société moderne, où il y a plein de titres qui sont aujourd'hui devenus classiques qui vont sortir. Great Western Train, Barrage, Projet Gaïa, Sight. C'est peut-être parce que c'est la période où j'ai eu le plus d'appétence, où j'ai découvert le plus de trucs. Donc peut-être que mon jugement est faussé par rapport à ça. C'est le début de quelque chose pour moi, cette époque-là, avec tous ces grands jeux qui sont sortis, quoi. Merci à Benja pour son analyse. Nous, on va terminer la vidéo avec 2 jeux de 2017 qui sont plus légers. Et on commence avec Gear, ou Greed en anglais, ce qui signifie avarice. C'est un petit jeu sorti chez Amigo, qui est spécialiste des jeux de cartes familiaux. Et là, on est totalement là-dedans. Il y a 2 pages de règles, c'est tout. Donc c'est des cartes avec des numéros de 1 à 7, 12 cartes escrocs, et puis on est parti. Comme dans Mains, c'est de la collection, avec ici un aspect pousse ta chance, un feeling que décidément Upfister semble vraiment beaucoup apprécier, il en met un petit peu partout. C'est vraiment un jeu hyper simple et chaotique. Si vous connaissez le Pouilleux, ou chez nous on dit aussi Valet Puant, c'est un peu ça, mais à l'envers. Je m'explique. À votre tour, vous jouez une carte de votre main dans votre collection devant vous, et puis vous choisissez un joueur autour de la table, et vous allez lui piquer une ou plusieurs cartes à l'aveugle dans sa main, d'où l'aspect Valet Puant. Et ces cartes, elles restent face cachée tant que vous décidez pas de vous arrêter, donc vous pouvez en prendre plusieurs si vous voulez, il n'y a pas de souci. Quand vous vous arrêtez, vous révélez ces cartes que vous avez volées, et si vous avez récupéré plusieurs fois le même chiffre, vous perdez votre tour, c'est fini, il se passe rien. Donc il y a un moyen simple d'éviter de prendre des risques, c'est de voler qu'une seule carte à l'adversaire, mais du coup en même temps on est plus lent. À l'inverse, si on était gourmand, si on était greedy, et qu'on a récupéré plusieurs cartes d'un coup, et que quand on les révèle, ça se passe bien, on n'a que des chiffres différents, mais là on peut les ajouter à sa collection. Et en prime, si on a pioché l'escroc de l'adversaire, chacun en a un en permanence dans sa main de cartes, on peut en plus lui voler une carte de sa collection. Et oui, comment est-ce qu'on gagne ? C'est très simple, c'est le premier qui a 6 fois le même chiffre dans sa collection qui a immédiatement gagné la partie, et c'est tout. Alors il y a des petits effets spéciaux qui peuvent se déclencher, on peut regarder la main d'un adversaire, on peut repiocher une carte, reposer des cartes devant nous, etc. Mais grosso modo c'est tout, on complète sa main entre les tours, on garde toujours un escroc en main, donc les autres ont toujours cet espoir de nous voler une carte de notre collection. Du coup, dès qu'on dit ça, on pense tous à des situations qu'on a déjà vécues, où quelqu'un doit nous prendre une carte dans notre main, et on est là, oh, pas celle-là, pas celle-là. Mais il y a aussi tout le bluff que ça suppose, parce que peut-être qu'on est en train de faire genre qu'on n'a pas envie qu'ils nous prennent cette carte, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'ils la prennent, tout simplement pour qu'ils tombent dans le panneau, pour qu'ils la prennent et qu'ils soient piégés par après. Bref, c'est un jeu vraiment minimaliste, qui repose juste sur ce plaisir un petit peu régressif, qui rappelle l'enfance. C'est évidemment
hyper light, c'est rigolo, c'est fait pour passer un bon petit moment en famille. Zee Garcia de Dice Tower a adoré le jeu, il lui a donné le saut d'excellence. Moi, j'y ai pas joué, je suis pas sûr que les amateurs de jeux experts y trouveraient leur compte, mais en fait, il faut accepter que Pfister, c'est aussi ça, c'est des expériences qui sont parfois minimalistes et fun. Et enfin, on termine la vidéo avec Tibor the Builder, l'autre jeu de 2017 qui se situe dans le même univers que Oh My Goods et qui est co-créé avec Dennis Rappel, dont c'est le seul jeu en fait. À chaque tour, on va piocher autant de bâtiments que le nombre de joueurs plus 2. On va aussi mettre en place un scénario avec une histoire très minimaliste, dont on se fout un peu, mais qui donne aussi des règles spécifiques à la partie, donc des coûts de construction des bâtiments, et puis des petits scorings additionnels. On a des citoyens en main, on va en jouer un face caché et puis le révéler, comme dans Oh My Goods. Et là encore, les cartes ont plusieurs usages. Donc une carte peut servir à être ajoutée à notre réserve de citoyens, ce qui va nous donner des réductions sur les constructions de bâtiments par après. On peut en faire un travailleur, un ouvrier, qui va nous donner de la force pour construire des cartes ensuite. Ou enfin, une fois qu'on a assez de force, on peut construire ces fameux bâtiments. Donc là, à ce moment-là, la carte qu'on avait sélectionnée, on la défausse, elle ne sert à rien, et on choisit un bâtiment au milieu, on paye le coût qui est indiqué par le scénario, et voilà, on utilise les travailleurs qu'on a accumulés et les réductions que nous donnent nos citoyens pour parvenir à payer ce bâtiment et l'ajouter à notre tableau. Ces bâtiments, ils vont nous donner des petits scorings additionnels en fonction des sets de couleurs, en fonction des ressources dont on dispose, des symboles sur nos citoyens, etc. C'est un petit jeu sans prétention de construction de tableaux et d'optimisation, avec du draft, entre les manches on draft, il y a seulement 4 manches, c'est 30 minutes la partie, et moi ça me tente beaucoup plus comme My Goods, dans le sens où je vois plus le contre-draft, je vois plus l'originalité du jeu, qui est très simple. En fait, j'y vois un côté Race for the Galaxy, avec des choix intéressants. Qu'est-ce que je fais avec mes cartes que je peux utiliser de différentes façons? Est-ce que celle-là je la jette? Est-ce que je la garde? Et comment je fais tous ces choix-là, tout en mettant dans les bâtons dans les roues de mes adversaires de manière indirecte, donc en évitant de leur passer les cartes qui les arrangent, ou en construisant avant eux les bâtiments qui sont au milieu, qui convoitent probablement, etc. Les cartes semblent un petit peu chargées, l'esthétique, l'édition est pas hyper réussie, c'est encore le musée autrichien du jeu qui fait ça. C'est pas les champions de l'épure et de la lisibilité. Je pense qu'il faut avoir l'habitude de traiter beaucoup d'informations sur une même carte pour apprécier le jeu, mais voilà, quand on a l'habitude de ce genre-là, ça a l'air assez dynamique et intéressant, et moi celui-là, je vais essayer de me le procurer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la même curiosité. Moi, ça me donne le feeling d'un mini Gloire de Rome, donc miam 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 miam. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode. La prochaine fois, on abordera les jeux de 2018 à 2023 avec des gros morceaux comme Maracaibo, comme Boon Lake, comme les différentes versions de Great Western Trail, etc. J'espère que le format des rétrospectives vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le dire parce que il me demande, vous le savez, beaucoup de travail, de temps, d'énergie. Comme pour Luciani, je trouve que l'exhaustivité de ma démarche, elle prend tout son sens quand on observe ces auteurs connus et reconnus pour leurs gros jeux. En fait, ça nous rappelle que le game design, c'est pas que les gros Eurogames qui tâchent, c'est aussi produire parfois des jeux légers, des jeux familiaux, pour s'aérer l'esprit, pour alterner les expériences, pour ne pas avoir à chaque fois en permanence un projet super chronophage, super énergivore sur le feu. Et en fait, c'est marrant, c'est exactement la même chose pour moi avec les vidéos. En fait, je peux pas faire que des rétrospectives, sinon ça serait trop éprouvant, trop fatigant, je finirais rincé, et ça finirait sûrement par me dégoûter de YouTube. Et en fait, c'est exactement comme ces auteurs qui peuvent pas faire que des Eurogames, et qui prennent autant de plaisir, voire parfois plus, à réaliser des créations plus light. Et c'est pas sale en fait. Pfister, il a aucunement honte de ses petits jeux. On sent même qu'il aime autant ses jeux de cartes que ses grosses boîtes, qu'il aime injecter du fun, y compris dans des jeux plus costauds. Tout comme moi, j'aime bien aussi faire des vidéos plus légères. Donc voilà la morale de l'histoire. Allez, on se retrouve le mois prochain pour le deuxième volet de cette rétrospective consacrée à Alexander Pfister. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas le Ko-fi si la démarche vous plaît pour me donner un petit coup de boost. On se retrouve très bientôt. D'ici là, jouez bien. Ciao! J'ai acheté un piano, j'ai pas le temps d'en jouer. Mais c'est mon jour de congé et j'ai fini la vaisselle. Pourquoi pas vider mes tripes entre midi et 2? Ça fait tout juste 2 ans que tout est dans ma cervelle. Pourquoi pas créer, enlever mes souliers, poser mes bagages, faire sauter